Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce deuxième tutoriel AP photographie dédié à la retouche de peau. Dans le tutoriel du jour, nous allons voir ensemble la séparation de fréquences ou split frequency en anglais. Séparation de fréquences donc entre les hausses et les basses fréquences, c'est-à-dire entre la teinte, la couleur et la texture. Ce qui va nous permettre d'isoler la texture de la peau pour conserver cette texture naturelle de la peau et sa couleur qui va elle permettre donc de lisser les écarts que vous avez vus dans le tutoriel précédent qui créaient des petites taches après la retouche initiale. Donc pour vous montrer un petit peu l'objet du tutoriel d'aujourd'hui, donc comme vous pouvez le voir au niveau de la peau, vous avez ici des petits écarts qui font des teintes un petit peu dentelées. Et ça c'est pas très esthétique. Alors c'est présent sur n'importe quelle couleur de peau, n'importe quel type de peau, c'est pas quelque chose de spécifique à Lucie, fort heureusement. N'importe qui a ces différences là de teinte de peau, qu'on soit un enfant, un adulte, une personne âgée, peu importe, tout le monde a ces écarts de teinte de peau. Donc ça, même avec un très bon maquillage, on ne peut pas éviter ce genre d'écart de teinte. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument le traiter quand vous faites une retouche beauté. Alors pour les traitements des commandes de particuliers, je vous déconseille assez fortement l'utilisation de la séparation de fréquences pour la simple et bonne raison que ça donne un aspect qui est peu naturel à la peau et que il est fort possible que vos clients ne se reconnaissent pas, tout simplement. Donc dans un premier temps, pour préparer notre calque, nous allons créer un premier calque à plat, donc avec la combinaison de touches commande Alt Shift et E, ou CTRL Alt Shift E pour les utilisateurs Windows, que nous allons ensuite donc redupliquer avec la touche commande J ou CTRL plus J. Ces deux éléments-là, on va les créer donc dans un dossier avec la touche commande G ou Alt E ou CTRL G. Vous avez également ce petit bouton juste là qui vous permet de créer un dossier. Donc je vous conseille également de visualiser un petit peu les différentes possibilités de raccourcis sur Photoshop, ça permet parfois de gagner pas mal de temps. Donc nous allons désactiver le calque 1 copie pour conserver le calque 1 sur lequel on va appliquer un filtre flou gaussien. Donc filtre, flou gaussien. Donc ce flou gaussien, ici je l'ai paramétré déjà tout à l'heure pour qu'il soit à 9 de rayon, sachant que en règle générale sur les séparations de fréquences, je vais osciller entre 9, 10, ou entre 8 et 10 en gros. Donc ici à 9, le but de ce flou gaussien étant de faire disparaître la texture de la peau. Donc généralement on se fie soit à une aspérité particulière de la peau, soit à un grain de beauté pour le faire disparaître. Et à partir du moment où le grain de beauté a disparu, du moins qu'il est suffisamment flou, pour ne plus percevoir que c'est un grain de beauté, eh bien c'est que le flou est suffisamment flou. On va ensuite donc réactiver la copie du calque 1, sur laquelle on va venir faire une application d'image. Donc image, appliquer une image. Alors, ici donc, le calque 1 est bien celui sur lequel on va opérer la retouche, puisque c'est celui qui ne conserve que les teintes et non la texture. L'opération, il s'agit donc de la soustraction, que vous retrouvez ici dans le menu déroulant. L'échelle est de 2, le décalage est de 128, ça ce sont des valeurs qui ne changeront pas. Si inversé est coché, vous le décochez, et vous cliquez sur OK. Donc ici, on voit effectivement tout le détail de notre image. On va venir donc changer le mode de fusion en lumière linéaire, et cette fois-ci donc on retrouve bien notre image d'origine, si ce n'est qu'elle est séparée en deux, en réalité, puisqu'elle est dans un dossier. Donc ici, si vous désactivez votre dossier, vous voyez que l'image ne change pas. En revanche, si vous désactivez le calque 1, on a bien notre base floue qui va nous permettre d'agir sur les teintes, et notre calque 1 copie qui lui va reprendre cette espèce de filtre passe haut, qui fera l'objet d'un prochain épisode, pour ne faire ressortir que la texture, du moins faire rehausser ces textures, et ce qui va nous permettre donc d'avoir d'un côté la texture et de l'autre côté la couleur. Donc on va sélectionner l'outil correcteur que vous connaissez à présent avec la touche J, où vous retrouvez également ici, donc outil correcteur, et c'est cet outil correcteur que nous allons appliquer sur les différentes zones de manière à minimiser cet écart de teinte brutal qui existe naturellement dans la peau, pour lui donner cet aspect beaucoup plus doux, beaucoup plus lissé. Alors, lissé, bien évidemment, pas comme un sac plastique. Hein, je vous ai parlé hier des traitements avec l'utilisation du flou qui donnent des résultats absolument innommables. Donc là, on va faire quelque chose de beaucoup plus fin. Donc, ici, vous avez une teinte qui va être dans les roses foncés, ici une teinte dans les roses clairs. Le but étant de mixer ces deux teintes de manière à créer quelque chose d'uniforme, à faire une moyenne des deux, à pondérer les deux. Donc je sélectionne ici avec la touche Alt puis appuyer mon rose foncé que je vais venir appliquer ici sur le rose clair. Ici le rose clair sur le rose foncé
et ainsi de suite. Je vais vous montrer dans quelques secondes le résultat. Alors ce que vous pouvez faire, et ça je vous le conseille assez fortement, il y a deux choses que vous pouvez faire pour surveiller l'état de votre travail pendant que vous bossez votre image. La première, c'est de dézoomer et rezoomer votre image, ça vous permet de donner un aspect plus global et donner une vue d'ensemble à votre image et à votre travail, mais également d'activer et désactiver les calques, ce qui va vous permettre tout simplement de faire ressortir votre travail. Donc vous voyez ici, les teintes commencent déjà à s'estomper. Du moins l'écart de teinte commence à s'estomper. Donc vous pouvez jouer bien évidemment sur la taille de votre pinceau, alors pas sur la dureté, on est toujours ici sur une dureté à 0, l'épaisseur donc va tout simplement changer la taille de votre pinceau. Le pas lui reste à 1%. Donc également si vous souhaitez changer la taille et la densité de votre pinceau, donc les touches CTRL et ALT en français, gauche et droite pour modifier la taille de votre bosse, et bas et haut pour modifier sa dureté. Donc ici à 0 et la taille est adaptée à la zone que je souhaite modifier. Donc comme ceci. Donc voilà, nul besoin d'être hautement précis et chirurgical. Si vous souhaitez effectivement avoir une retouche vraiment au millimètre pour de la retouche beauté, cosmétique, etc., vous pouvez bien évidemment travailler à 100% et avec un pinceau minuscule. Ici le but ce n'est pas ça. Ici le but c'est vraiment d'avoir un aspect global de l'image qui soit propre et non pas une retouche au millimètre. Évidemment rien ne vous empêche de le faire comme vous le souhaitez. Vous voyez déjà en quelques secondes ici, le résultat parle de lui-même, et sur l'image dans sa globalité, on voit déjà les petits écarts de teinte. Alors j'espère que vous êtes passé en HD sur YouTube pour profiter justement de ce niveau de détail. Je vous encourage évidemment très fortement à la regarder en 1080 si vous avez la possibilité. Ça vous donnera déjà une bien meilleure idée. Donc à partir d'ici, on passe sur une version accélérée de mon traitement, ce qui vous permettra en moins de 10 minutes de voir l'équivalent de ce qui m'a pris entre 40 et 45 minutes. Donc ne pas hésiter à repasser sur des zones déjà traitées, puisque ça va vous permettre de revoir des détails, notamment le zoom et dézoom, qui est très important, puisque ça va vous permettre de visualiser l'image en globalité, puis l'image dans son détail, et du coup de voir des détails qui vous auraient échappé, ou même pas forcément des détails, mais des grandes zones tout simplement, qui vont réapparaître au fur et à mesure. Votre œil s'habituant lui aux teintes, il est possible qu'au bout d'un moment vous ne voyez plus les écarts de teinte, donc d'où l'importance également de faire des pauses régulières sur ce type de traitement qui peuvent s'avérer longs parfois, notamment quand on débute. Moi j'ai eu des traitements comme celui-ci par exemple qui m'ont pris entre 2 et 3 heures, alors qu'aujourd'hui en à peine 1 heure j'aurais fini. Mais voilà, votre pupille s'habitue aux écarts de teinte et du coup les lisse lui-même. Et voilà, l'important, très très important de faire des pauses régulières et de travailler avec un éclairage ambiant mesuré. Donc le zoom, le dézoom, je vous en parlais tout à l'heure. La désactivation et l'activation du calque sont très importants également, puisque c'est ce qui va vous permettre de mettre en évidence les endroits déjà traités et restants à traiter, et également de voir l'avancée de votre travail. Ça peut être important notamment pour la motivation. C'est un des points importants, de ne pas perdre sa motivation sur ce type de traitement, notamment quand vous commencez, quand après ça fait partie de votre workflow habituel. Il n'y a pas forcément besoin de se remotiver puisque vous savez que vous allez le faire. En revanche, quand vous commencez et que vous voyez les résultats au fur et à mesure et la peau qui devient de plus en plus jolie, de plus en plus esthétique, c'est très important de vous remotiver sur ce type de traitement. Je sais que les traitements de peau longs ne sont pas forcément quelque chose qui motive au départ, notamment quand on n'aime pas forcément Photoshop, mais quand on voit les résultats et quand on voit l'efficacité des traitements tels qu'on les applique, c'est quelque chose de très important. Donc je vous en parlais tout à l'heure également au niveau du zoom. Les zooms donc, qui vont osciller entre 12% pour la globalité de l'image jusqu'à 100% pour vraiment le détail à taille de pixels. Je travaille assez rarement à 100%. En revanche, sur des passages comme le contour de la bouche, le contour du nez,
le dessus des yeux ou les côtés de visage. Voilà, c'est important de travailler également à 100% sur ces zones-là et de jouer sur la taille de votre pinceau de manière à toucher des zones plus précises. Autre point assez important, même très important d'ailleurs, et qui m'a créé des déconvenues au début de l'utilisation de ce traitement, c'est de ne pas modifier les zones d'ombre. Alors je m'explique, là sur le nez, je déforme légèrement l'ombre du nez pour lui redonner un aspect un peu plus droit, mais sachant que les ombres et les lumières sont ce qui vont dessiner votre visage. Donc à partir du moment où vous déplacez une ombre, vous déformez une ombre, vous déformez le visage. Donc faites très attention lorsque vous utilisez cette technique-là à ne pas déformer les ombres de trop, et à bien veiller, lorsque vous déactivez, désactivez, réactivez le calque, à bien visualiser l'incidence de votre traitement sur la forme du visage. On a vite fait de déformer une joue, une mâchoire, un menton, et du coup ça peut avoir des résultats qui ne sont pas très heureux. Donc faites bien attention à cette partie-là, allez-y avec parcimonie lorsque vous modifiez une ombre. Également, donc, nous verrons dans le prochain épisode le Dodge and Burn qui viendra compléter cette technique. Le Dodge and Burn étant une technique qui va vous permettre de renforcer les ombres et les lumières de manière beaucoup plus artistique. Vous le verrez, ça donne une dimension tout autre au portrait que vous ferez, notamment pour une utilisation sur n'importe quel type de portrait. Autant la séparation de fréquences va faire appel vraiment à une dimension beauté qu'on n'a pas forcément sur des portraits du quotidien, autant le Dodge and Burn peut s'appliquer sur absolument tous les portraits et donne vraiment une dimension totalement transformée à votre portrait. Donc je vous encourage vivement à regarder également l'épisode suivant qui lui portera sur le Dodge and Burn et que j'enregistrerai probablement cet après-midi ou demain. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce traitement. Donc là on peut le voir ici sur la zone du menton, je suis donc zoomé à 100%, comme je vous disais tout à l'heure, pour un travail plus précis. Voilà, cet épisode sur la séparation de fréquences est à présent terminé. J'espère que son contenu vous sera utile. Alors pas forcément au quotidien, puisque c'est ce que je vous disais sur un portrait de famille, c'est pas forcément évident d'utiliser une technique comme celle-ci, une technique avancée. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner en off sur ces mêmes photos pour tout simplement tester cette technique, voir un petit peu ses effets, son effet visuel notamment. Donc ça m'intéresserait beaucoup également de voir comment vous avez pu utiliser cette technique sur vos propres portraits. Si vous avez besoin d'un RAW ou deux pour vous entraîner, n'hésitez pas à me les demander. Mais ça m'intéresserait beaucoup de voir le rendu de vos images après avoir utilisé cette technique. Donc n'hésitez pas à poster vos avant-après sur mon mur Facebook, il est là pour ça. Vous avez donc le lien de ma page directement dans la description de cette vidéo. Et bien évidemment, si vous avez des remarques, des suggestions, des questions sur le fond et sur la forme de ce tutoriel, n'hésitez évidemment pas à les poster dans les commentaires YouTube qui sont là pour ça. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une excellente retouche. Le prochain épisode portera donc sur le Dodge and Burn, une technique également avancée mais qui est beaucoup plus facile à utiliser sur des portraits du quotidien, qui va tout simplement permettre de donner du relief à vos images, mais ça vous le verrez dans le prochain épisode qui, au moment où je poste cette vidéo, est déjà en cours de tournage. Voilà, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt et une excellente retouche. A bientôt sur AP Photographie.